Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait de l'épisode 135, je suis très heureuse de vous présenter une grande voyageuse qui n'est pas une cocheuse de cases ou une écumeuse de cartes, mais une vraie voyageuse, de celles qui ont une soif océanique d'autres et d'ailleurs, mais qui en même temps prennent le temps de l'immersion. Lisa Pistocco. Dans l'épisode, elle nous emmène en Russie, en Inde, au Cambodge, au Népal, au Gabon et surtout dans de belles réflexions sur notre rapport au monde. Vous entendrez ici une partie du chapitre russe de l'entretien. C'était marrant parce que moi, je m'appelle Lisa, donc là-bas, c'est un peu un nom russe, hein, Elisabeth. J'avais les yeux bleus, j'étais blanche de peau, donc je passais un petit peu entre les Russes parfois. Donc oui, avec ma chapka, je faisais très russe. Waouh, quelle expérience! Tu es restée combien de temps là-bas? Je suis restée une année entière. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on me disait, oui, tu verras, l'hiver dure 12 mois. Et je me disais, mais non, c'est pas vrai. Effectivement, on a eu la neige de octobre jusqu'à mi-mai, fin mai presque. Ah Donc ouais. voilà, ce sont de grosses, grosses changements de température avec des hivers très froids. Et, euh, et voilà, une année entière qui est passée. Et entre-temps, j'ai visité un petit peu de partout en Russie. J'ai fait le transsibérien, j'ai été jusqu'à la frontière de la Mongolie, j'ai traversé une partie du lac Baïkal. Tu le conseilles, le transsibérien? Oh là là, magique. Magique, mais par contre, il faut parler le russe pour vraiment profiter de cette culture, de cette immersion russe. C'est une immersion, en fait, le transsibérien. C'est être au contact Apprends des un peu russe, locaux. oui. Oui, voilà. Non, mais Oui, bon, j'ai on pas fait donné tout à ce tout le qu'on monde, hein. peut. Oui, oui, Ouais. oui. Mais effectivement, moi, je me souviens, j'avais rencontré. Moi, je suis partie de Moscou et je suis allée jusqu'à Oulan-Bator et en faisant plein d'étapes. Donc, ce sont Forcément. plusieurs heures de train. euh, voilà, par exemple, de Yekaterinbourg à Novosibirsk, c'était 36 heures de train de nuit. Donc, forcément, on crée des relations dans le train. Toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Ouais. Et, je me souviens, j'avais parlé avec une dame qui venait de Moscou et qui partait à Vladivostok, pardon, donc à l'autre bout de la Russie, pour acheter une voiture. Ça me paraissait complètement... voilà, il y avait quoi? Il y avait 7 jours de train peut-être pour aller Ah acheter une ouais. voiture. Donc c'est vrai que, voilà, on se dit, C'est pas les mêmes échelles, quoi. c'est pas les mêmes échelles. Il faut savoir qu'on traverse plusieurs fuseaux horaires, justement, hein, quand on est dans le transsibérien. J'ai traversé, je crois, 5 ou 6 fuseaux horaires en 5 jours quand je suis revenue de Oulan-Bator à Moscou. Donc, on est Mmh. complètement dépaysé par les paysages, mais également par le temps. On n'a plus ce rapport-là au temps. On regarde par la fenêtre, on voit les paysages russes qui passent. Et voilà, le temps s'arrête en quelque sorte. C'est magique comme expérience. На четвертом пути второй платформы продолжается посадка в скорый поезд Рейс-Ситон, следует Москва-Владивосток. На четвертом пути второй платформы продолжается посадка в скорый поезд Рейс-Ситон. Et je pense que tout ça aussi est possible lorsqu'on est bien avec soi-même, lorsqu'on a les pieds sur terre et qu'on sait qui on est. Parce que je pense qu'on peut vite aussi déchanter un petit peu et croire que la vie est parfaite ailleurs, en s'imaginant, en se faisant soi-même un monde. Tandis que si on est bien et qu'on se connaît, qu'on sait qui on est, d'où on vient, on connaît un petit peu son identité, ses origines, là, on se dit, OK, je peux aller ailleurs, je peux le voir, je peux avoir cette... moi, j'aime bien le voir de façon d'un spectateur, mais être aussi complètement OK avec... je veux dire, il y a aussi des défauts, il y a aussi des choses qui ne se passent pas comme ça devrait être. Donc, mais c'est vrai que là-bas, j'ai vraiment découvert le bouddhisme et ça a été pour moi aussi, voilà, un chemin de vie, ça aussi. Mmh.
J'ai un très beau souvenir sur le lac Inle, c'était au Myanmar, Mm. Birmanie. Et donc, dans tous les temples, un peu comme ici en Europe, en fait, on ne le remarque plus, mais il y a des petites histoires. Apparemment, Mm. les gens ne savaient pas lire. Donc là, il y a les fresques de la vie de Bouddha. Je connais pas tout, mais Ouais. j'en connais certaines. Et donc, j'expliquais à mes petites filles, tiens, hein, là, l'histoire de la graine de sésame, ça, c'était sur le Ouais. deuil. Et puis plein d'autres comme ça, on voyait la naissance de Bouddha, etc. Ouais. Et donc, il y a une guide de locale qui s'approche de moi, qui me dit: «Ah, c'est génial, vous savez que ma mère faisait la même chose avec moi dans ce temple avant, m'expliquait Bouddha avec les images. Ça dit: "Ça me touche tellement de vous voir, vous, en train de faire la même chose, vous qui venez de si loin, avec vos petites filles." C'était je sais Voilà. pas, c'était un moment qui m'est resté, ouais. Ouais. Comme quoi, en fait, on est tous différents, mais on se réunit tous aussi sur Mmh. les mêmes histoires. Hein. Et tu connais Thich Nhat Hanh, je crois que Thé, qu'on l'appelle. Oui, Ouais, voilà, c'est lui qui faisait vraiment le bien trait sûr. d'union entre Ouais. ce moine bouddhiste vietnamien qui avait été exilé en France. Oui, exactement. Et qui est très vénéré aussi bien là-bas d'ailleurs. Ouais. J'ai vu des inscriptions de Oui, lui c'est vrai. au Myanmar aussi d'ailleurs, comme ici en France. Ouais. Sur son enseignement, c'était quelqu'un de très intéressant. Et comme quoi, effectivement, parfois on trouve ailleurs. Mm. Lui a trouvé ici dans le christianisme des choses qui faisaient Bien écho qu'au sûr. bouddhisme. Et Ouais. nous, dans le bouddhisme, on retrouve des choses aussi qui C'est nous ça. parlent. C'est très chouette, ces Ouais. ponts. Mais Mm. d'ailleurs, il y a Mathieu Ricard qui vit au monastère, principalement au Népal, à Chen Chen, au monastère de Chen Chen. Donc pareil, c'est encore une fois, donnant, on se retrouve un petit peu là-bas, nous on retrouve un petit peu et j'aime bien cet effet ping-pong un petit peu où, Oui, oui. qui est pas que d'un côté et voilà, on apporte un petit peu, il nous apporte un petit peu, mais ouais, je suis d'accord avec toi et Ah, génial. Qu'est-ce qui te parle le plus dans le bouddhisme, puisque toi, tu as fait un chemin déjà de ce mmh. côté-là? Alors, moi j'ai écrit je suis en train d'écrire mon livre et j'ai écrit un petit texte sur le non, sur le bouddhisme et je me le suis noté parce que j'aurais aimé voilà, je voulais vraiment te le partager donc si tu permets, je te le partage, ce que j'ai Avec écrit grand plaisir. sur le bouddhisme, pourquoi j'aime et pourquoi ça me tient autant à cœur. Donc j'ai marqué: «J'aime la culture bouddhiste parce qu'elle offre une vision du monde à la fois simple et profonde, qui résonne avec ma sensibilité. Elle m'apprend que chaque action a un impact et que la bienveillance envers les autres est autant un chemin qu'un état d'esprit. La pratique de la compassion et de l'amour pour autrui n'est pas seulement un idéal, mais une invitation à transformer le quotidien et à cultiver la paix intérieure. J'admire aussi sa manière d'accueillir les émotions et les expériences de la vie sans jugement. La joie, la peine, la peur, l'incertitude sont observées avec lucidité et acceptation, ce qui permet de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres. Cette approche m'inspire à vivre avec attention, à respecter chaque être vivant et à garder une vision du monde ouverte et douce, malgré les difficultés. » Et Mmh. c'est vraiment ce qui me représente le plus. Et là, voilà, j'ai fait 7 jours de méditation en silence, où on méditait 7 jours, 7 jours sur 7, 7 Mmh. jours, 7 heures par jour. Et, c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai fait une méditation sur la culture bouddhiste avec des mantras de Tara, etc. Et c'est vraiment voilà, cette compassion, cet éveil, cette ouverture, cette gentillesse qu'il faut continuer de cultiver en soi, que j'aime autant dans le bouddhisme, qui me permet autant de pouvoir me connaître et m'enraciner en quelque sorte. Si cela t'a plu, je te donne rendez-vous dans l'épisode 135. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast. La preuve en est, sur le récap 2025 Spotify, on me signale en effet que Storylific a été partagé 97% de plus que les autres podcasts. Je n'en revenais pas, merci du fond du cœur pour cela. Tu peux t'abonner à la newsletter de Storylific, il va y avoir du neuf en 2026, donc si le cœur t'en dit, je pourrais t'y tenir au courant, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute, les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître et là aussi vous avez fait fort. Storylific a reçu 86% de commentaires de plus que les autres podcasts, vous êtes incroyables, merci pour votre soutien. Je continue à conclure avec cette formule qui me tient à cœur. Quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. Merci encore et à bientôt.